Ah bien le bonjour et bienvenue sur JD77. Aujourd'hui à l'atelier, on a deux stars de la marque Peugeot, la 205 GTI en 1,9 litre 1990 et ici l'héritière, la 206 S16 en finition décapotable de 2004. 15 ans séparent ces deux modèles et pourtant énormément de points communs. Des moteurs pétillants, une bouille adorable, mais surtout c'est des machines à vendre. 8 500 000 exemplaires pour la 206 et ici, excusez du peu, elle a carrément sauvé la marque. Aujourd'hui, je vous parle de ça. 205 GTI. Merci mamie. Alors là, mes petites pâteuses nattes, moi j'adore. Alors mon pote, celui qui n'a jamais conduit de 205 GTI, maniez-vous d'en essayer une, vous allez comprendre ce que c'est que la sportivité à l'état pur. Oui, t'inquiète, je vais parler de toi. Mais avant, on va parler aussi de tes frangines. Mes petites superbottes, mes petites pâteuses nattes. Il faut savoir un truc, avant de te parler du modèle que tu as devant toi, la Peugeot 205 GTI de 1990, en 1,9 litre. Faut quand même se remettre dans le contexte de quand ça sort, ça. Parce que avant ça, avant la 205, pas nécessairement la GTI, mais avant la 205, sache une chose, Peugeot va mal. Mais alors, ils vont mal, frérot. Là-dedans, ils ouvrent la porte dans les, tu vois, ils rentrent dans les concessions, à la régie Peugeot. Ils rentrent, ils sont tous là. Quand je te dis qu'ils ont mal, ils ont une douleur, les mecs. Mais alors, un truc, ma petite 205, tu peux pas imaginer. En tout cas, à cette époque-là, petite idée. Alors, je te schématise un petit peu le bazar, hein, rapidos. Il y a un mec là-dedans, tiens, on va peut-être faire une fusion. Donc, il fusionne avec Citroën. Citroën Peugeot, ça deviendra le groupe PSA, aujourd'hui plus connu sous le groupe de Stellantis, qui a créé ces fameux moteurs PureTech de merde, mais on n'est pas là pour parler de ça. Derrière ça, ça va toujours aussi mal, donc on cherche un repreneur, on cherche un petit peu, on tire les ficelles à droite à gauche, on veut sauver la marque. Et il y a un mec qui s'appelle Chrysler Europe, qui se pointe et qui dit, bah moi je rachète la marque, et puis on va tenter un truc. Schématisé bien entendu. Chrysler arrive, bam, il rachète, c'est toujours autant le bordel, mais alors là, ils vont mal, mais en plus, ils ont réellement plus de thunes. Réellement, ils ont plus d'oseille à tel point que je te dis, les mecs à la machine à café, dis donc, Jean-Paul, t'as pas un franc ou deux pour un petit café soluble? Non. Demande à Séverine, elle me doit 10 balles. C'était un peu ça, la machine à café. Et là, on a des mecs qui se disent, on va tenter le tout pour le tout. On regarde ce qui se passe en face, pourquoi on va mal. Peugeot à cette époque-là, on se remet dans le contexte. Peugeot, bon, il y a eu la crise pétrolière qui est passée dans les années 70, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, dans ces années-là, fin 70, début 80, on a une concurrence qui arrive, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. On a une concurrence qui arrive depuis l'Asie, concurrence de voitures japonaises mieux équipées, beaucoup moins chères, ça déboule sur l'Europe et puis les gens sont acheteurs, un peu comme nous aujourd'hui, avec les merdes électriques japonaises et asiatiques. Donc du coup, voilà, derrière ça, les mecs ils se disent mais attends, mais comment on va faire pour sauver la marque? Il faut trouver une idée impactante et dans un premier temps, ils sondent. Quelle est l'image à l'époque de Peugeot? Eh bien Peugeot, ça va pas. En termes d'image, ils ont une image trop sage, une image beaucoup trop vieillotte, ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite à Citroën dans les années 90 avec les Xantia, les ZX et tout, où tout le monde disait que c'était des voitures de yeuve. Et ben dans les fin 70, début 80, c'était un peu l'image de Peugeot. On regarde encore une fois ce qui se fait ailleurs. On commence à prendre un peu exemple sur la Golf, on prend un peu exemple sur la Civic, on se dit tiens, pourquoi ne pas faire un modèle un peu plus petit? On va tenter un truc. Ils mettent tout ce qu'ils ont sur la table et la 205 est créée sous le projet M24. Deux noms se dégagent de la 205, on dit que ce sont les papas de la voiture, Gérard Godefroy, Gérard Walter.
Godefroy est le dessinateur principal de la voiture et en plus, il a été c'était un petit peu un blouson noir, tu vois, à l'époque, un peu un saltimbanque. Le mec, il a dessiné la voiture, l'a proposé à son chef de projet, Gérard Walter, qui lui a dit que c'était très bien, magnifique, mais qui voulait pas encore sortir les projets comme ça. Et Godefroy a pris l'initiative de la créer en échelle 1 prototype et il l'a présentée sans avoir l'autorisation de son chef de projet. Il a sûrement bien fait parce que sinon elle serait peut-être pas sortie. Quelques dates maintenant qui sont quand même importantes de connaître et de souligner. 1977, début de la création de cette voiture sous le projet M24. Est-ce qu'on met des phares ronds, des phares carrés, des phares machins? Voilà, tout ça, les designers, tout le monde se met autour d'une table, la table ronde, pour pouvoir commencer à savoir un peu où on va. 1982, on vient projeter cette voiture et on vient la montrer dans des salons, salon de l'auto, salon de Genève, etc. Le public a un accueil extraordinaire. Tout le monde adore la modernité. Il y a vraiment un souffle de modernité chez Peugeot à ce moment-là. C'est vraiment, voilà, tout le monde est vraiment tombé amoureux. La presse à l'époque d'ailleurs est super, des critiques magnifiques. Ça pousse Peugeot à vraiment accélérer le pas et produire, mettre la voiture en commercialisation en début d'année 1983. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est les GTI. La GTI arrive dans le catalogue Peugeot. En 1984, il y avait un seul moteur qui était prévu, c'était le 1,6 litre 105. Ils les vendent d'école, la voiture est très bourgeoise, très bien accueillie par le public. Et en 1985, Peugeot, qui était aussi en association, qui avait une filiale qu'on appelait PTS, Peugeot Talbot Sport, pour ceux qui ne le savent pas. Talbot était encore une marque qui était proposée au catalogue avec la Talbot Samba, etc. Elle était encore disponible. On avait une version avec le même moteur 1,6 litre 105, mais qui développait avec le catalogue PTS 125 chevaux. Ça devait bien envoyer, et c'est très rare comme version. En mars 86, ils te sortent la version 1,6 litre 115 chevaux. Décembre 86, le 1,9 litre 130 chevaux arrive. Là, par contre, ça commence vraiment à causer, parce qu'ils ont sorti ce modèle 130 chevaux, parce que justement, la clientèle adorait la 1,6 litre 105, 115 et même la PTS, mais il trouvait qu'il manquait quelque chose, il manquait un truc. Donc la 130 chevaux est apparue comme une évidence. En 88, l'année de ma naissance, il y aura la version rallye. Oh putain, la rallye, qu'est-ce qu'elle est belle. À partir de 1991, il y a un petit vent d'écologie qui apparaît. Un petit vent de... Ça pollue les voitures. Il va peut-être falloir qu'on trouve une solution pour moins polluer parce que la clientèle commence un petit peu à... Voilà, les dirigeants, les pays commencent à vouloir baisser les consommations. Et cette voiture sera impactée en 91 sur le marché suédois. Et ils vont trouver le moyen de baisser les normes de pollution en y foutant un putain de catalyseur. Sur le 1,9 litre 130, il passera à 122 chevaux. Leurs histoires de pots catalytiques dans les côtés, aux côtés des pays suédois, pays nordiques, ça fonctionne bien. Ça commence à se parler entre la poire et le fromage, entre tous les dirigeants écologistes et tout le bordel. Et 1993, obligation de recourir aux injections électroniques, obligation d'installer des pots catalytiques sur toutes les bagnoles. Décidément, l'année 93, c'était quand même quelque chose. Hein. Il y a eu la victoire de l'OM avec Bernard Tapie, la naissance de ma femme aussi. Décidément, cette année... vous l'avez compris, le moteur qui était quand même un peu vieillissant, qui d'ailleurs est un super moteur incroyable, hein, le XU, là, c'est quelque chose de fou. Petit à petit, ces normes pollution ont commencé à faire un petit peu de mal à la gamme GTI, CTI et la Gentry. Fin 93, elle se retirera du catalogue. 300 000 exemplaires ont été vendus en Europe, des gammes GTI. C'est la moment séquence émotion. Vous savez combien ça coûtait une 205 GTI en 1990 chez Peugeot? Je me pose comme ça fait très 1980. Et bien ça coûtait à peu près 100 000 francs. 100 000 francs, ce qui équivaut aujourd'hui, si on convertit à l'euro près, on est à 15 000 euros. On va dire qu'avec l'inflation et tout le bordel, neuve, ça valait aujourd'hui à peu près 20 000. Mais t'as quoi à 20 000 euros, 130 chevaux, moins d'une tonne, ça fait 900 kilos, mais surtout qui te donne des sensations incroyables qu'on va voir juste après au volant. Mais on avait quoi à l'époque en face? 205 GTI, c'est sorti à peu près à l'époque des Golf 2 GTI. Ça déposait une GTI, pas de beaucoup, mais ça prenait le dessus. Ça prenait le dessus également sur un XR2i de chez Ford.
La seule qui vraiment talonnait avec un moteur plus petit mais qui était turbo, c'était la R5 GT Turbo. Super caisse d'ailleurs, celle-là, incroyable. Par contre, aujourd'hui, c'est là qu'on s'aperçoit que tout a grossi. 130 chevaux, 850 kilos. Je pense qu'au niveau sportivité, on est bien là. Les années 80 aussi, il fallait absolument montrer qu'on avait ou un turbo, ou un moteur GTI, ou ce que tu veux, mais il fallait qu'on montre qu'on avait un modèle qui était au-dessus du lot. Les Golf GTI, par exemple, il y avait la calandre rouge avec le gros logo GTI devant, VR6 plus tard, etc. Sur les Fiat Turbo, ils écrivaient en bas Turbo, un peu comme la Renault 5 Turbo également. Ici, nous, on avait la Peugeot GTI avec pare-choc, bandeau rouge qui fait tout le tour de la voiture, des belles jantes, extension d'ailes, ça c'était très à la mode dans les années 80-90, chose qui est encore d'actualité, hein. Tu prends la Mini à Jessica, elle a des extensions d'ailes un peu équivalentes. Moi j'aimais bien ces extensions d'ailes sur les Citroën années 90. Moi j'ai eu une ZX SV, putain ça faisait super beau, c'était peint couleur caisse, c'était magnifique. Sur la 205, on a ici l'inscription en gros 1,9 litre GTI, il fallait que ça se sache. À l'arrière également, on avait les liserés sur les côtés, les liserés rouges. Pas de gros béquets farfelus, pas de gros échappements de dingue. Juste un logo 205 GTI, il fallait qu'on sache que tu en avais une. Et en fait, quand tu la regardes, eh ben, elle n'est pas non plus, comment dire, extravagante. C'est pas non plus une voiture, tu prends la Mini GP, bon bah tu sais que la voiture c'est un truc de dingue. Celle-là, franchement, elle fait sportive, mais pas non plus, c'est pas, je veux dire, c'est pas tuné. Voilà, c'est pas tuning. Peut-être pour ça aussi que beaucoup de jeunes de l'époque se sont mis à faire du tuning, etc. Celle-là, par contre, elle mériterait, je trouve, un rabaissement. Je la trouve vraiment trop haute. Pour une petite sportive, elle est un poil haute, pour moi. On a un gabarit qui est plutôt correct. On a franchement des belles petites jantes. Ici, on était passé en 15 pouces avec frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Grosse maladie de toutes les Peugeot de l'époque, c'est toujours la même chose. Le train arrière qui est un peu malade. Sur ce modèle-là, on est d'ailleurs dans ce cas-là. Le train arrière a des claquements à vérifier. Autre point négatif des 205 de l'époque, il fallait faire attention, c'était aux embrayages et aux points de patinage. Apparemment, les embrayages s'usaient assez vite. Après, il n'y a pas grand-chose non plus à vérifier en termes mécaniques parce que les moteurs sont quand même super bons. Les trains roulants sont plutôt corrects également, sauf le train arrière. Par contre, là où on a beaucoup de problèmes sur ces voitures-là, il faut vérifier impérativement les bas de caisse, ainsi que les passages d'ailes. Ça rouille mon gars, mais un truc de fou. Et des fois, les mecs camouflent un petit peu et c'est pas dingue. Vérifiez également votre caisse. Vous voyez ça là? Et ben ça prouve que la caisse travaille énormément. Et des fois, on a des fissures qui vont se créer à cet endroit-là. Des fois même à cet endroit-là, mais c'est beaucoup plus rare. Mais quand on a une fissure qui apparaît ici en haut, on a déjà la caisse qui a beaucoup trop travaillé. Donc ça, c'est un point négatif de cette voiture. Combien ça vaut une 205 GTI aujourd'hui? C'est toujours pareil. Ça dépend de l'état, ça dépend de l'année, du modèle, de la finition, tout le bordel. C'est sûr que si tu te prends une 1,9 litre GTI en finition griffe, verte avec les jantes PTS, tu es tout de suite à 35 000. Un modèle comme celui-ci, qui a 200 000 km, qui est un import, qui n'a pas le capot d'origine. Les plus observateurs auront remarqué que c'est un capot de 205 boîte auto que l'ancien propriétaire avait mis. Là, on est à peu près aux alentours des 17, entre 16 17 000 euros. Une 205 GTI en 1,9 litre 930 non catalysé, ça va chiffrer dans les... Ouais, ça va se trouver en très bon état, ça va commencer dans les 20, 22. Après, les modèles qui sont première main, avec vraiment pas de kilomètres, intérieur impeccable, on va commencer à être plutôt dans les 28, 29. Ça... La cote en fait de cette voiture, écoute, elle s'est envolée dans les dernières années. Comme dirait Villebrequin, elle s'est envolée par là-bas. Elle est là-haut. Là. Le rouge, c'était vraiment la couleur sport. On a des belles surpiqûres rouges partout, la petite moquette, là, nickel impeccable. La moquette rouge, elle était magnifique, les beaux sièges. Gros défaut de la 205, hein. Les sièges d'ailleurs ne duraient pas longtemps, les assises se bouffaient, il n'y avait pas beaucoup de maintien. Là, peut-être que vous avez reconnu ce travail, mais tout ça, ça a été refait par la maison Lady Art Car, que vous retrouvez d'ailleurs régulièrement sur Vintage Mécanique, avec même le beau volant gainé qui a été refait par Lady Art Car, inscription GTI. Pommeau, avec le pommeau rouge GTI, et c'est tout. Pas la peine de plus. Après tout, mes petites Superboc, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à une voiture?
un volant, 3 pédales, un moteur qui marche, un poids assez contenu, 850 kg pour 130 chevaux, mais tu m'étonnes que ça envoyait. Aujourd'hui, je trouve, c'est mon avis, tout est devenu trop aseptisé, trop de choses. Alors, c'est super les options, mais là, on a l'essentiel. Un pommeau, un frein à main, un volant 3 branches GTI, des sièges qui te maintiennent bien, un moteur qui, franchement, marche super bien pour le poids de la bagnole. Le poids, 900 kg, même pas 850 kg. Putain, mais au niveau du tableau d'instrumentation, tu remarqueras que tout est parfaitement lisible et c'est efficace. On a une jauge à carburant en bas à gauche, une pression d'huile en haut à gauche, un compteur, un compte-tours, une température d'huile en haut à droite et une température d'eau. Si ça, c'est pas une bagnole sportive, sans déconner. Petit pommeau de vitesse avec la tringlerie qui est plutôt nette et précise. Alors, il faut savoir un truc. Le jour où tu achètes une 205 GTI, ça, tu le vérifies immédiatement. Il faut que ça revienne tout seul, que ça rentre tout seul avec un doigt. Si jamais ça, c'est flou, laisse tomber. C'est introuvable, une tringlerie de 205 GTI. C'est super compliqué. Qu'on a aujourd'hui, on a quand même les vitres électriques droite et gauche, mais on n'a pas de clim, on n'a pas d'ABS, on a un autoradio, deux enceintes. C'est tout. Et là, comme ça a été refait, on a un intérieur semi-cuir. Les sièges d'ailleurs sont très très beaux. Premier tour de roue, ce qui me surprend, c'est la position de conduite. On est assis vachement haut, je trouve qu'on est assis super haut. Tu vois, moi je fais 1m80, je vais carrément la gueule dans le pare-soleil là. Par contre, passage de vitesse, gabarit, accélération, tout ce que tu veux, c'est une voiture qui a plus de 30 ans et en fait, elle est parfaite pour la circulation 2024. C'est impressionnant de voir que cette voiture a traversé les époques sans problème. Regarde ça, on peut conduire comme les années 80 si on veut. Ça s'insère plutôt bien. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le poids est vraiment l'ennemi de la performance. Parce que là, on accélère à peine. Et c'est incroyable l'agilité de cette bagnole. Mais en fait, tu m'étonnes que la moitié de la production est partie à la casse. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts dans des 205 GTI parce que je sais pas comment t'expliquer. C'est voilà, pas la peine de plus. Oh là, merci au propriétaire déjà de me laisser l'essayer. Et putain, merci à Peugeot d'avoir eu les couilles de l'avoir fait. Ah ouais. Incroyable. Quand tu reprends le volant d'une voiture de ces années-là, tu prends réellement une tarte dans la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Tu prends une tarte dans la gueule, comme dirait mon père. Tu prends 30 ans de véhicule, 30 ans d'automobile d'un coup. Et tu te dis, mais pourquoi en fait c'est pas resté comme ça? Pourquoi c'est pas resté comme ça? Par exemple, tu prends la 208 GTI et tu la mets à côté de ça. C'est sympa, c'est mignon, les sièges sont beaux, le gabarit c'est à peu près le même. Tu l'as pas. Il te manque quelque chose dans une 208 GTI. Est-ce que réellement le plaisir de conduire et quand on est bagnolard, est-ce que vraiment le plaisir de la voiture, ça ne s'arrête pas à ce qu'on a devant nous? On n'a pas d'assistance au niveau de la direction. Pas d'assistance non plus au niveau freinage, pas de SP. Là, tu es tout seul avec elle. C'est un peu poétique ce que je dis, mais réellement c'est vrai. Tu es tout seul avec elle. Tu as juste à écouter ce qu'elle te dit et t'y vas. Oh là là. Oh là là. On est à 80. On est à 80. Tu as l'impression qu'on est à 150. Tu as juste fait 2, 3. Tu es à 80. Ça vibre. Ça sent l'essence. Il y a une petite... ça bougeotte.
Ah, cette sensation, elle est incroyable. Ah, mamie, elle a encore des restes. Hein. Mamie, elle est sportive. Hein. C'est pas une MILF. Je peux te dire qu'elle doit en surprendre plus d'un encore celle-là. Hein. Pendant un certain temps, je me disais, je comprends pas l'engouement qu'on peut avoir pour une 205 GTI il y a 10 ans en arrière. Ça se négociait à 5-6 000 balles, t'en avais une en très bon état. Aujourd'hui, la cote s'est envolée, mais d'une manière incroyable. Mais en fait, je comprends. Les gens qui achètent ça aujourd'hui, c'est pas des geeks, c'est pas des jeunes. C'est pas non plus des très vieux, mais c'est des gens qui avaient 20 ans, qui avaient 15 ans, 10 ans, dans les années 80-90, qui étaient sûrement au collège, au lycée, qui les voyaient passer. Et aujourd'hui, bah, ces mecs-là s'achètent un souvenir. Peut-être que ma génération à moi, on s'achètera, bah, comme j'ai pu faire, hein, je me suis acheté une Audi TT MK1, parce que je les voyais passer quand j'étais au lycée avec les copains. Un jour, j'en aurai une. Et je pense que c'est ça l'engouement pour une Youngtimer. On s'achète un souvenir, les gars. Je vais pas dire que c'est bien fini, parce que bon, on est sur des choses années 80, les copains. Même tu mets le clignotant, t'entends? Voilà. Là, on a un moteur pétillant, on a un châssis qui est fabuleux. Attention toutefois, hein, une 205 GTI comme une 206 S16, ça part du cul quand t'es pas habitué, mon gars. Attention, parce que ça te surprend. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu plus de la moitié de la production qui a fini à la casse ou éclaté dans un champ, parce que bah, c'est super traître. Autant te dire que cette bagnole, si elle peut, elle te fout en l'air. C'est une connasse. Si elle peut, elle te met dans le mal. Par contre, à côté de ça, quand tu la connais un peu, quand tu commences à ne pas trop non plus être extrême, mais tu prends un plaisir, mon pote. C'était quand même une sacrée belle époque. Un sacré numéro, cette 205. Putain, mais pourquoi j'ai pas eu ça à 20 ans dans les années 90? Peut-être parce que t'étais pas né à Venise, t'es con quoi? Ah là là. Et ben voilà, l'essai est terminé. Moi j'ai dit que c'était fabuleux. Fabuleux. J'ai eu la chance de redécouvrir la 205 GTI. Ça faisait une quinzaine d'années que j'en avais pas essayé une sur ce moteur-là ou même sur une autre. Hein. La dernière GTI que j'ai essayé, c'était un pote, c'était dans oula, j'avais 1 an de permis. Et à cette époque-là, j'étais personnellement beaucoup plus intéressé sur les Cupra, les S3, etc. que là-dessus. Et en fait, je m'aperçois que c'est une très très bonne voiture, super bien conçue, parce que le gabarit est encore actuel, ça se gare partout, tu peux aller où tu veux avec ça. Ça marche super bien, c'est tout léger. Franchement, je comprends pourquoi des gens aujourd'hui s'achètent ce souvenir, pètent la tirelire pour acheter une voiture comme ça. On parle quand même d'une Youngtimer qui a 30 ans, qui se négocie aujourd'hui en moyenne à 20-25 000 euros. Donc c'est vraiment s'acheter un souvenir. Et je trouve ça épatant. En tout cas, pour moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une super vidéo. Et remarquez que Jessica n'est pas là dans cette vidéo. Pourquoi? Elle a pris ma VM, elle s'est barrée, la meuf, elle est partie faire les magasins au caralho et elle revient tout à l'heure pour m'emmerder. Ah bah oui, dès que c'est des voitures qui ont plus de 20 ans, ça y est, l'hôtesse barre. Hein. Mais pour faire la folle avec sa putain de Mini Cooper S, alors il y avait des mondes, hein, moi je te le dis. Hein. Allez, moi je vous laisse tranquille sur cette vidéo. Ciao Zigno. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, ça aide la chaîne, parlez-en autour de vous et dans pas longtemps, on aura des vidéos sur Clio Williams, éventuellement M2 compétition. Je suis sur un coup là, je peux vous dire que c'est beau. À bientôt. Mes petites pastes nattes, mes petits superbocs.
Eh bien le bonjour. Putain. Il faut essayer une fois dans sa vie. Il n'y a pas à tortiller du fion. Oui, bah j'ai David, il me fait chier pour tester son micro alors que je l'ai déjà fait 50 fois. Voilà, pour une fois qu'il achète pas de la merde. C'est Koh-Lanta. Il n'y a plus rien dans le frigo. Il n'y a plus de thunes. C'est pas compliqué. Ils sont comme ça, les mecs. Ils sont comme ça. Get down.